Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons passer en revue l'actualité avec Jean-Baptiste Duclerc. Bonjour, vous enseignez à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Bonjour Patrice. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous êtes un pêcheur. Ça va commencer à se savoir là, je crains. Quand je dis pêcheur, c'est pas religieux, hein, vous faites de la pêche. Non, bon, on est tous pêcheurs de toute façon. Moustapha là, bah oui, ou je ne sais pas si vous appelez Moustapha ou Jean-Baptiste, parce que peut-être que Moustapha est un prénom qui fait honte à la France. Il m'est arrivé de me présenter comme Jean-Philippe. Jean-Philippe. Ça m'est arrivé. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Vous êtes pharmacien, vous êtes président honoraire du football club de Trappes. Correct. C'est ça? Oui, absolument. Ouais. Et vous êtes donc un des trappistes. Et président de Pharmacitoyen, accessoirement. Absolument. C'est quand même ce qui va m'intéresser dans les prochaines années. Donc, je vous le dis. Voilà, il y a un des trappistes, on peut dire, les plus célèbres, sans être moine. On va dire que je suis actif sur la ville et donc, par définition, je rencontre beaucoup de gens et beaucoup de trappistes en particulier. Donc, connu de ces gens-là avec qui je travaille en l'occurrence. Absolument. Florence Mercadet-Choquet, bonjour, vous êtes avocate au barreau de Versailles. Et Jean-Charles Lajoigny, vous êtes éditeur. Bonjour. Ça va bien ? Toujours éditeur, oui, très bien. Toujours éditeur. Très bien. Alors, il y a évidemment beaucoup de sujets dans l'actualité. On peut peut-être commencer. Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, ça fatigue un peu, mais enfin, la polémique autour d'Éric Zemmour, qui publie son dernier livre, Destin français. Il y avait eu déjà Suicide français. Suicide français, il a annoncé la fin de la France et de la République. Dans Destin français, il annonce l'imminence d'une guerre civile. C'est quelqu'un qui a un peu peur de tout ce qui se passe, de tout ce qui l'entoure. Et puis, il y a cette polémique aussi qui a eu lieu à la télévision avec une chroniqueuse qui s'appelle Aspatou Sy, à qui il aurait dit, voilà, vous devriez vous appeler Corinne parce que il l'a dit, oui. Absatou, c'est un prénom qui fait honte à la France. La République, je crois. La République. Les propos exacts. Mais il y a quand même une chose, c'est que Zemmour est bien évidemment pas connu pour son sens de la mesure. Et il est toujours dans l'outrance. En plus, c'est Ardisson. Je veux dire, c'est consubstantiel. Oui, c'est le lieu. C'est consubstantiel de l'émission. Si on est mièvre, on va pas chez Ardisson. L'idée est de faire du buzz. Et de faire du buzz. Mais après, moi, je vais pas du tout faire l'exégèse d'Éric Zemmour, mais c'est pas complètement idiot, non pas de la façon dont il a dit. Mais c'est vrai que si on a un prénom extrêmement marqué, c'est pas une preuve de volonté d'intégration de la part des parents, etc. Alors après, est-ce que c'est bien ou pas de s'intégrer? Je sais pas. Oui, après, c'est le débat sur l'assimilation, l'intégration. Lui, il est plutôt pour l'assimilation. Voilà, il pose la question. C'est sûr que quand on s'appelle Absatou, c'est plus compliqué dans la vie peut-être au départ que si on s'appelle Corinne, comme il le dit. Voilà. Oui, après, peut-être d'accord. Steve ou Kevin, c'est pas compliqué. Mais si, d'abord Kevin, c'est extrêmement compliqué. On sait très bien que sur les prénoms Brandon, Kevin, etc. Tous les DRH le disent. Ils n'engagent pas ils ont du mal quand ils voient sur des CV Brandon, ils sont pas fanatiques. Mais non, ils sont pas fanatiques parce que c'est révélateur d'un milieu social. C'est tout. Plutôt milieu social, ça. Moi, je connais des Kevin qui sont dans des milieux sociaux très. Oui, mais enfin, c'est pas la majorité du genre. Les Kevin Gamero, qui est un très bon joueur de football. Mais les Brandon et tous les gens qui appellent leurs enfants avec les prénoms des gens des feux de l'amour, etc. C'est significatif. Ça veut dire quelque chose. Après, on peut s'en foutre, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est assez important. Après, est-ce qu'on veut s'intégrer? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on doit? C'est un autre débat. Mais c'est pas complètement idiot de dire qu'un prénom curieux appelle la curiosité et que c'est comme un étendard. On revendique quelque chose. Quand on appelle son enfant John, ça veut dire qu'on est clairement américain ou d'origine anglo-saxonne et qu'on veut que ça se sache. Donc pourquoi est-ce que quand c'est un américain, on dit bah oui tiens il s'appelle John et effectivement on dit pas oui t'es raciste en disant qu'il se montre comme américain. Donc effectivement quand on a un prénom d'une certaine origine, acceptons que ça soit l'étendard de cette origine, et puis c'est tout. Non, mais oui, mais est-ce que c'est normal de dire... J'ai les propos, là, c'est pour ça que je vais vous les lire, pour que ce soit très, très clair. Non. Et là, il y a deux choses. J'aimerais parler. Ils ne sont même pas sortis, les propos. Non mais pourquoi est-ce que ça a été coupé alors? Pourquoi ça a été coupé si c'était vraiment quelque chose de normal? Parce que ce qui est dans une discussion, on a tout à fait le droit dans une discussion de dire des choses et finalement de dire finalement non. Non mais ça a été coupé, je pense, parce qu'il avait peur un peu des suites juridiques, je crois. Mais bien sûr, donc ça démontre
que non mais alors attends, j'aimerais juste les lire ces propos pour que ça, comme ça je de puisque d'après ils ont tourné sur le on a vu les images avec ces propos. Il dit c'est votre prénom qui est une insulte à la France. La France n'est pas une terre vierge, c'est une terre avec une histoire, avec un passé, et les prénoms incarnent l'histoire de la France. Bah, excusez-moi, mais alors ça, moi je dis que ce sont des propos racistes. Parce qu'on est en train de dire que quand on s'appelle Mustapha, voilà, on va lui dire Mustapha, votre prénom est une insulte à la France. C'est vrai que la loi a changé, mais il fut un temps où on ne donnait des prénoms que ceux qui étaient dans les calendriers. Oui, non, mais il fut un temps, Patrice. Non, mais ça a changé depuis un certain nombre d'années. Juste en anecdote, il y avait quelqu'un qui voulait appeler son enfant, c'était des Africains, boulevard périphérique, parce que en Afrique, on peut appeler les enfants du lieu de là où ils sont nés. Il y a eu des fêtes notes. Boulevard périphérique, donc ça a été refusé par l'état civil français. Mais pour autant, il fut un temps ce qu'on prenait peut-être dans les calendriers, mais maintenant on ne prend plus dans les calendriers. Il y a une liberté. Il y a des gens qui viennent vivre en France. Je ne vois pas pourquoi on leur dit que c'est une insulte à la France d'avoir un prénom qui est un prénom qui n'est pas dans le calendrier. Je trouve que moi je ne comprends pas qu'un Zemmour soit toujours sur les plateaux de télévision. Ça c'est autre chose. Alors on va peut-être aborder le débat après, parce que ça, il faut censurer, pas censurer. Je rappelle quand même que cette séquence n'est pas passée à la télévision. Donc oui, mais ça pose problème. Mais justement, si c'est pas passé à la télévision, c'est que ça posait vraiment un problème de racisme. C'est quasiment du domaine privé, puisque ce n'est pas diffusé. Enfin, c'est comme si j'allais chez toi en disant alors chez toi un dîner t'as dit ça. Mais tu l'as dit dans le cadre d'un dîner. Ce n'est pas passé à la télévision, donc c'est nul. Vous savez bien que maintenant tout ce qui est off et on, etc. Ça va. Pour espérer que ça passe à la télévision. Oui, il l'a dit pour que ça passe. Il l'a dit absolument. Alors mais arrêtez ces procès. Maintenant ce n'est pas passé. Il y a les faits, c'est tout. D'accord, non, mais c'est pas lui qui a pris la décision. C'est pas lui qui a demandé que ça soit coupé. Le fait est que ça n'a pas été diffusé. Non, mais ça n'a pas été diffusé parce que c'est raciste. Non, mais peu importe les raisons, ça n'a pas été diffusé. Donc ne discutons pas des choses qui sont pas diffusables. Bah oui, je veux dire, sinon alors. Bon, bah alors donc il n'y a pas de débat. Où va-t-on? Moi, j'ai pas écouté la séquence. Par contre, ça a fait tellement de bruit que personne n'a écouté la séquence et personne n'a regardé cette émission. Moi, je sais que ça a fait beaucoup de bruit. Après, tout le monde en a parlé. C'est le bruit qu'on est en train de commenter. En revanche, ce que j'entends là tout de suite, c'est finalement, moi, j'avais pas compris ça comme ça. Hein. Je pense qu'on doit être très nombreux à pas l'avoir compris comme ça. J'avais pas compris que le prénom était l'étendard. Moi, je pensais que ça pouvait être tout simplement affectif, c'est-à-dire on peut porter le prénom de ses ancêtres, le prénom de quelqu'un qu'on apprécie, le prénom d'une personne qui a été aimée en l'occurrence par les parents, parce que nous finalement le prénom comme le tien, Jean-Charles, tu l'as subi, on te l'a donné. Oui. Moi, on m'a donné le mien, mais je veux croire que mes parents me l'ont donné pour de très bonnes raisons. Et ça suffit. Les bonnes raisons qu'ont eu mes parents de me donner ce prénom et tous les parents du monde de donner le prénom qu'ils veulent, ça me suffit. Maintenant, il aurait fallu le décliner en fonction de l'étendard qu'on veut représenter, en fonction de la nationalité qu'on veut incarner. Mais c'est juste que moi, je suis pas un féru d'histoire. Probablement que Zemmour en est un beaucoup plus que moi, mais pas tant que ça. Est-ce que le calendrier existe depuis la nuit des temps? Est-ce que les prénoms qu'on veut évoquer, mais j'imagine les prénoms chrétiens, j'imagine ils existaient pas forcément avant l'ère chrétienne, ou alors j'ai pas compris le calendrier chrétien. L'ère chrétienne, donc, ça date d'un petit moment. Quand même. Pardon? L'ère chrétienne date d'un petit moment. Oui, à l'échelle humaine, entre guillemets, j'ai tendance à prendre un peu de recul et un peu de hauteur. À l'échelle humaine, 2000 ans, c'est pas non plus excessif. Mais sans vouloir rentrer dans cette technique, c'est de dire que, voilà, d'abord, je comprends pas bien cette histoire. Franchement, je la comprends pas. Hormis de croire que c'est effectivement pour faire le buzz, mais il est beaucoup plus intelligent que ça, parce qu'il faut pas lui retirer ça. Il l'est. Donc, il y a effectivement cette idée selon laquelle une personnalité n'est plus un citoyen, comme on me l'a appris moi, un citoyen avec les valeurs d'une république basées sur cette citoyenneté qu'on veut incarner et les valeurs qu'on défend tous ici. Maintenant, ce serait soumis à un prénom, à une origine indélébile et qui ne serait pas changeante. Quand on reprend l'histoire de tous les émigrés qui ont appelé leurs enfants du nom de leurs parents, de leurs grands-parents, tous n'avaient pas en tête de rester forcément en France et de se dire que j'appelle mon enfant
Mustapha et je vais rester ad vitam. Il y a des gens qui sont venus simplement pour travailler dans ce pays. À une époque où c'était possible, à une époque où on en était demandé, ils sont venus, ils ont fait leurs enfants, ils n'en savaient absolument rien d'un projet personnel, et on va pas reprocher à tout le monde d'avoir des projets à la Zemmour, d'avoir des projets à la Jean-Charles, d'avoir des projets où chacun devrait porter son étendard. Pas du tout. On ne reproche rien. On ne sait pas. En l'occurrence, de toute façon, Mustapha, on ne reproche rien à personne. Moi, le prénom fait-il long à la France? Je dis ça. Pas ce que vous disiez vous. Non, pas tout ça. Ce que je dis moi, mais je me fous de ce que disait Zemmour. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que le choix. C'est peut-être plus facile de s'intégrer. C'est que le choix d'un prénom est assez important. Et après, on dit, voilà, on sait très bien que si... Quelle importance tu accordes? Il y a des gens qui accordent plus de sentiments que de politique. Il n'y a pas que des politisés, il n'y a pas que des intellos, il n'y a pas que des gens qui conceptualisent autour du prénom. C'est juste affect. Voilà. Mon enfant va s'appeler comme mon grand-père, j'y tiens. J'en veux et on va pas le retirer. J'en veux pour il a raison, Mustapha, c'est souvent une trace familiale, le prénom. Mais il y a aussi beaucoup de gens d'origine étrangère qui ont baptisé, enfin, donné comme nom de, baptisé, non, tout à fait, avec des prénoms qui sont tout à fait français. Quelqu'un parlait de Zidane, justement. Zinedine s'appelle Zinedine, mais il a appelé ses enfants avec des prénoms tout à fait français. Voilà, sa femme l'est. Ouais. Sa femme est française. Il est français lui aussi, non? Attends, il est déjà à Marseille, Deuxième point, la question est de savoir si, parce que je m'appelle Mustapha, je suis pas intégré, assimilé, est-ce que ça vous a posé des problèmes? Croyant dans les valeurs d'une république, de sa laïcité, etc., et blablabla. La question, elle est celle-là. Non, la question aussi, est-ce que ça vous a posé des problèmes? Non, jamais. Mais non, jamais, parce que d'abord c'est sur ma gueule que ça se voit, donc je m'appelle Mustapha. À la limite, il y a un Benalla qui s'appelle Alexandre maintenant. La première question que les gens se posent, c'est je comprends pas pourquoi il a un prénom qui s'appelle comme Alexandre alors qu'il a une gueule de beurre. Donc à un moment donné, ce qui frappe quand même les gens quand on les rencontre, au premier abord, on n'a pas encore commencé à prononcer son prénom, c'est juste que on voit bien que t'es beurre. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Et c'est tant mieux, ça se voit, c'est comme ça que je le porte. Mon étendard. Mais le prénom, non, on n'a jamais posé de problème. À la limite, il est associé à la personnalité, il est associé au physique, il est associé à ce que je suis, à ce que je représente. Mais la vraie question, encore une fois, c'est celle-là. C'est est-ce qu'on peut vivre ensemble avec des prénoms différents, des cultures... On en revient toujours à la même question. Avec des prénoms différents, des cultures différentes, des origines différentes. La réponse, c'est oui. Sauf qu'on n'en prend pas beaucoup, franchement, le chemin. Hein. En communautarisant autant, et je ne parle pas simplement des communautés ethniques, hein, mais on est tellement chacun dans nos couloirs, on est chacun sur nos communautés Facebook, et on va chercher tous les gens qui nous ressemblent. À un moment donné, on va se foutre sur la gueule pour le prénom, pour d'autres raisons. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des prénoms qui incitent au communautarisme d'une certaine façon. Enfin, on pourrait dire ça. On parlait de l'histoire des prénoms, mais moi, Zemmour, je crois qu'on a eu en débat sur le premier livre ici. Moi, je me souviens de ce livre pour l'émission. Mais il y a bien des choses avec lesquelles je suis d'accord avec Zemmour. Tu peux pas brûler ni un livre ni un mec sous prétexte qu'il a dit une grosse connerie comme celle-là. D'autant plus que c'est une connerie à mes yeux. Ça, visiblement, ça ne l'est pas à ses yeux. À ses yeux, parce qu'il a refait une émission dans laquelle Yves Calvi lui disait, mais attendez, c'est très con, excusez-vous, puis on passe à autre chose. Il a dit non, il est hors de question que je m'excuse. Il n'en est pas son premier coup, puisqu'il avait déjà fait avec... Non, mais avec Rachida Dati, à propos de sa fille, je crois qu'il s'appelait Zaya, il avait déjà dit... Zoa, voilà. Zaya, c'est quelqu'un d'autre. Zora. Où il avait reproché son prénom. Non, mais ce que je trouve dommage, c'est que moi j'aimais bien le Zemmour de chez Ruquier parce que il a des idées qui sont très loin des miennes, mais je trouvais qu'il mettait du piment. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a une culture, et puis c'est quelqu'un, ça on peut pas lui reprocher, qui a vraiment un amour de la France. Mais le problème, c'est que cet amour de la France, il est maintenant depuis peut-être 2-3 ans devenu une sorte de détestation de tout ce qui n'est pas la France. C'est ça. Ou de tout. Est-ce qu'on peut aimer la France sans exclure les autres? Ou de l'idée qui se fait de la France, parce que là encore. C'est une
réduire la France. Voilà, il faut exclure tout ce qui bouge, tout ce qui est ailleurs. La mondialisation, le capitalisme, les femmes, le féminisme. Et puis c'est avoir une vision fixiste de la France, c'est-à-dire c'est dire qu'à un moment la France s'arrête dans quelque chose parce que si on le suit, plus rien ne bouge, c'est figé et c'est contraire à toutes les lois de l'histoire et des civilisations. On parle de Zemmour, mais il incarne aussi des tendances. Il incarne encore une fois des courants de pensée. Ils vont pas impunément, je sais pas, 400 000 exemplaires de livres. Ça correspond pas à une. Il est suivi, mais c'est vrai il y a quelque chose que je retrouve chez lui de prégnant, très très fort, c'est l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Donc, me parlez pas des femmes. C'est un sujet que je veux pas aborder. Me parlez pas des gays, me parlez pas des LGBT, me parlez pas des émigrés. C'est l'intérêt général. Et l'intérêt général suprême, c'est la France. Les Français, on verra après. Donc, Louis XIV pour la France, ça a du bon. Bonaparte pour la France, ça a du bon. Robespierre, il défend Robespierre aussi. Robespierre aussi, qui est un acteur important. Rousseau et des gens qui ont eu des courants de pensée Rousseau plus que Voltaire, oui, en effet. Peut-être. Mais on sent chez lui qu'il y a des personnages importants Pétain et De Gaulle mis sur le même plan. Qui ont construit la France. Les Français, on verra après, quelle que soit la couleur, tuez-les tous et Zemmour reconnaîtra les siens. C'était aussi excessif que lui. Jean-Charles, il fait des formules, j'en fais moi aussi. C'est pas mal. Florence abordait tout à l'heure la question de la présence dans les médias. Est-ce qu'il faut l'inviter? Est-ce qu'il faut censurer? Vous disiez, moi je ne l'inviterai pas. Je ne pense pas qu'il faudrait l'inviter dans les médias. Non, mais je pense qu'il y a une espèce de, je trouve ces derniers temps, de paresse intellectuelle des journalistes qui, finalement, c'est pas bien grave, alors hop, on va couper, puis on n'en parle pas, et on met ça sous le tapis, et puis parce qu'ils vendent des livres... c'est le fait de faire un peu le buzz, quand même. Enfin, je veux dire, il y a vraiment ça. Donc, quand on invite il faut quand même... Je trouve que ça manque un peu d'implication, un peu de sens d'éthique, de valeur, et on peut pas laisser des gens dire tout et n'importe quoi. Je trouve ça j'étais extrêmement choquée par ce qu'il a dit, même si ça n'a pas été passé à la télé, mais comme c'est passé partout sur Internet, tout le monde l'a entendu. Donc voilà, moi je pense que il faut arrêter de faire en sorte que les gens entendent des paroles comme ça, quoi. Mais il est publié. Enfin, il va y avoir une politique. Non, mais il publie ses bouquins, il fait ce qu'il veut. Il a des éditeurs, il publie ses livres. S'il y a des médias qui sont aussi nationalistes et que lui, très bien, qu'il y aille. Mais sur la média... On peut quand même accepter un certain débat et que les gens ne soient pas tous de votre avis, non? Ils ont le droit de s'exprimer, ou c'est fini, il va y avoir une police de la pensée en disant... C'est pas une police de la pensée, c'est des racistes. Lui, il pense mal. Qu'on sait clairement un truc raciste. Je dirais, Zemmour ne passe pas son temps à attaquer Absatoudi. Bon, donc vous êtes en train de dire qu'il ne faudrait pas l'inviter. Moi, je pense que les gens racistes... Si on invite Zemmour ici, vous ne venez pas. C'est sûr. Que tout ça se fasse dans le respect de la loi, c'est tout. Voilà. Qui vient, qui ne vient pas? Moi, je viens. Moi, je viens aussi. Moi, je viens, je l'ai lu. Encore une fois, je l'ai lu. Pas le dernier, mais je l'ai lu. Vous aviez lu Suicide français, Destin français. J'ai pas écouté non plus ce qui a été dit, mais le bruit qui est autour. Mais si, je viens. Mais voilà, c'est vrai que moi, je rejoins Florence sur un point. Il y a une vraie paresse. On est d'accord, et tu l'as bien exprimé. Cela étant, lui force justement à débattre, force au débat, force à apporter des arguments, parce qu'après tout, il apporte les siens. C'est-à-dire que lui, quand il dit effectivement un prénom c'est un étendard, et je considère que la France est perdue si tous les enfants de la République... C'est une insulte, c'est pas un étendard, c'est pire, il parlait de ceux qui n'étaient pas dans le calendrier. Et donc, il a un axe... Non, mais ça va trop loin, ça donne pas envie de débattre, ça juste donne envie de se lever et de quitter le plateau. Le problème, c'est toujours pareil. Moi, ça me fait penser à Jean-Marie Le Pen, il y a une époque. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, moi je disais, ce mec-là, il faut continuer... Il y a eu le débat, est-ce qu'il faut inviter Le Pen? Voilà, on a dit, il ne faut pas inviter Le Pen. On voit où ça nous a emmenés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une pensée. Cette pensée, elle existe. Il y a des courants de pensée. Il y a des gens qui pensent comme ça. Moi, je pense qu'il vaut mieux. Donc, il y aura un Adolf Hitler, il faut l'inviter. Ah, mais Adolf Hitler, avant d'avoir pris le pouvoir... Ah, mais non, mais c'est pas ça. Mais si, puisqu'on dit qu'on peut inviter tout le monde. Mais Jean-Charles, je ne sais pas. Mais ça voudrait dire... Florence, ça voudrait dire que...
Mais non. Et si ça a un rapport. Soit c'est légal, soit c'est licite, soit c'est illicite. Donc il y a des propos qu'on ne peut pas tenir, des propos qu'on peut tenir. Excuse-moi, mais c'est illicite parce qu'il va se retrouver en correctionnel. Zemmour, parce qu'il a dit. Eh bien, on verra. Très bien. Il y a des lois. Il a déjà été condamné pour des. Bien sûr, mais là, il va y avoir un dépôt de plainte. Quand tu parles de licite et d'illicite, on est dans Mais allons jusqu'au bout. Proposez donc qu'on fasse passer des équipes. Parce que c'est fort. Mais non, mais c'est fort parce que je vais jusqu'au bout. Mais Hitler Ça n'est pas tous en même temps. Alors, Hitler a été élu, c'est pas parce qu'il a fait des plateaux de télé à l'époque. Et Marine Le Pen sera probablement élue aussi, et Zemmour prendra peut-être un jour, prendra peut-être éventuellement la présidence. Enfin, vous pouvez l'exclure, mais son idéologie, il la transmettra, comme il y en a d'autres. Il y a d'autres obscurantismes, et ça passe pas par les plateaux de télé. Oui, vous savez le mot de Godard qui disait la télévision maintenant c'est un peu un quart d'heure pour Hitler, un quart d'heure pour les Juifs, quoi. Non mais il y a cet écueil-là, quand même. Moi je dis, sans comparer Éric Zemmour à Hitler, personne ne dit ça. Je sais pas de comparaison. Si j'ai dit Hitler, c'est pour aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que vous avez des télévisions américaines où vous voyez des nazis face à des Juifs, etc. Parce que aux États-Unis, alors évidemment la liberté de parole est totale. Non mais je pense qu'effectivement il y a des propos qui évidemment tombent sous le coup de la loi. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire, on ne peut pas tout dire sur un plateau, sinon on peut laisser des gens invités au suicide, tenir des propos pédophiles ou tenir des propos nazistes, où là on verse dans une extrême qui est abominable. Donc là il y a quand même des opinions qui sont condamnées. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire. En revanche, par rapport à ce que dit Éric Zemmour, moi je partage complètement l'effroi de ce qu'il a dit, une insulte à la France. Je trouve que c'est absolument grave. Mais comment dirais-je moi, je trouve qu'il faut quand même. C'est quelqu'un qui représente un courant de pensée, et je ne crois pas qu'on règle les problèmes en les taisant ou en faisant comme si il n'existait pas. Quelqu'un qui représente un courant de pensée, encore une fois, qui vend beaucoup. Qui vend beaucoup, voilà. Et je pense que c'est même problème que la famille Le Pen. Moi, je pense que ce genre de personnes doivent être combattues de façon démocratique à partir du moment où les propos restent des propos qui, même si ils suscitent l'effroi, ne sont pas des propos qui tombent sous de la loi, puisque là effectivement on engage des poursuites. Donc moi je pense qu'il faut les combattre. Je pense que c'est des gens avec lesquels il faut voilà, parce que débattre. Il faut débattre, voilà, parce que les gens qui le représentent existent, et je pense que, et je trouve très regrettable d'ailleurs qu'il n'y ait pas suffisamment de parlementaires Front National par exemple à l'Assemblée, et je trouve qu'ils sont sous-représentés. Je trouve ça très dommageable, puisque finalement je pense pas que la meilleure manière de les combattre c'est de le faire hors du Parlement, hors de nos représentants. Mais alors, là, le problématique de l'émission, la dernière émission, c'est qu'il était venu pour présenter son livre, sauf erreur, et il a pris à partie une chroniqueuse. C'était pas du tout dans le sens de l'émission. C'est un peu le truc de l'émission, c'est-à-dire qu'il est face à des chroniqueurs qui chacun donne son avis sur. Il n'avait pas attaqué personnellement. Enfin, le but du débat, il y aurait un débat sur la problématique des prénoms, par exemple. C'est un bon truc dans un débat. Si vous commencez à attaquer quelqu'un, vous l'avez. Non, mais ce que je veux dire par là où je suis d'accord pour dire, il faut qu'il y ait c'est la politique ou une façon de débattre. Non, mais pour qu'il y ait un débat démocratique sur des idées, moi je suis d'accord qu'il faut bien évidemment combattre Zemmour par la démocratie, par des débats avec lui. Pourquoi pas? Mais là, en l'espèce, je trouve que c'est une dérive qu'on ne peut pas laisser passer. C'est ça. On n'était pas là pour débattre sur les histoires de prénoms, je ne sais pas quoi. Voilà, non, il y a eu quand même, parce que vous le disiez, un petit peu, une sorte de libération de la parole quand même en quelques années. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans ou 15 ans, je veux dire, personne n'aurait osé dire ça. Non. Et puis surtout les journalistes en face. C'est peut-être un mal, je dis pas que c'est un mal ou bien. Il y a quand même une libération de la parole, et de la parole vers l'extrême droite quand même. On peut pas le nier. C'est peut-être bien, je ne sais pas, mais. Absolument pas partout. Vous prenez la moitié des sketchs de Coluche, pas un seul ne pourrait être créé à l'heure actuelle. Ou des proches, oui. Donc la parole, elle s'est pas tellement libérée. Parce que non, attendez, il y a deux choses. Facile de dire ça. Jean-Charles, il y a deux choses. C'est-à-dire que. Il y a deux choses, je crois. Quand vous dites que ça s'est pas libéré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'une opinion, et c'est le cas. Dans ce qui se passe dans le cas présent, on parlait, on menace tout de suite de procès. Mais tout de suite. Et puis, ça c'est une chose. Mais en même temps, vous pouvez pas nier que
l'extrême droite a libéré sa parole et qu'on dit aujourd'hui des choses qu'on n'osait pas dire il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Mais dépassons le problème de l'extrême droite. Il y a une sorte de je dis pas qu'il y a plus de liberté. Je dis qu'il y a une parole qui s'est libérée. De bien-pensance, de chape de plomb des bien-pensants qui font que de toute façon, dès qu'on a une pensée qui sort un tout petit peu du cadre agréable, on est banni. C'est-à-dire que on n'a pas le droit d'être contre l'Europe. On va dire que Zemmour est banni des médias. Non, mais intellectuellement, tout de suite, tout le monde tire à boulet rouge. Il faut le condamner. On peut pas dire que les anti-européens sont bannis des médias. Enfin, je veux dire, on entend que. Non, mais on ne peut pas exprimer des idées dès qu'on sort un petit peu du cadre. Ça, c'est. Mais non, c'est du livre de Natacha Polony, La tyrannie des minorités. À un moment donné, les minorités auraient pris le pas. On n'a jamais autant entendu. Il y a un exemple frappant qui nous vient des États-Unis. Il y a un des dirigeants de Facebook qui fait un procès au patron de Facebook parce qu'ils disent nous sommes plusieurs à ne pas avoir chanté les louanges des démocrates et notre carrière a été stoppée. Et la justice américaine est en train de le reconnaître qu'effectivement, dans cette bulle de bien-pensance qui engendre effectivement aux États-Unis, si on veut bosser dans les GAFA, Google, Amazon, Facebook ou Apple, il est bon ton d'être démocrate. La seule personne qui pourrait dire moi je suis pas forcément démocrate, etc. Le type il est éjecté, il n'est pas reçu et on dit non, c'est un mal-pensant. Voilà, c'est tout. Et en France, c'est la même chose. Donc, ça ne veut pas dire qu'on les reçoit pas. Il y a entre guillemets, les mal-pensants, entre guillemets, qui bien évidemment, on qui envoient beaucoup cet argument jamais on les a autant entendus, quand même. Non, mais tout le monde se gobait. Vous avez vu comme il est méchant. C'est le diable et tout. C'est l'horreur. Mais l'idée de la bien-pensance. Interdire de parler, il faut le. Mais non, mais on est même dans un débat assez bizarre. On dit maintenant, bien penser, c'est nul. Non, mais on n'est pas là. On est au nom de la liberté d'expression. C'est plutôt qu'on supporte plus. Bien penser. C'est plutôt qu'on supporte plus de laisser les bien-pensants seuls sur un plateau. On veut amener quelqu'un qui pense mal pour montrer que celui qui pense bien pense bien. Voilà. Et surtout. Pourquoi qu'il pense mal? Qu'il pense différemment. Qu'il pense différemment, simplement. Par exemple, inciter la France il prenait l'exemple de Zemmour. Après, si on est contre l'Europe, enfin, c'est une pensée. Moi, j'entends beaucoup plus de gens contre l'Europe que de gens pour l'Europe dans les médias. On ne doit pas écouter les mêmes choses. On entend partout tous les jours. Patrice, si je peux inverser les rôles, qu'est-ce que vous pensez, vous, du journaliste qui était dans l'émission, qui n'a rien dit, qui n'est pas allé aux côtés de sa chronique dans l'émission de Zemmour, sur le plateau avec Zemmour, Ardisson, qui n'a pas, pour pas le nommer, qui n'a pas soutenu sa chroniqueuse. Qui n'a pas soutenu, parce que là, ils ont décidé de couper après l'émission, mais pendant l'émission, il a rien dit, il n'a pas soutenu sa chroniqueuse, et j'ai lu que après l'émission, il est allé un peu l'engueuler en lui disant maintenant, tu vas pas nous faire des trucs. Non seulement il n'a pas soutenu, mais elle ne sera pas dans la prochaine émission, et je crois qu'ils ont. Qu'en pensez-vous, vous, en tant que journaliste? Il y a même eu un coup un peu bas où il explique qu'ils l'ont payé un peu à l'avance parce qu'elle a eu des problèmes avec les impôts. Enfin, après, je pense que dans cette émission-là, il est animateur, il laisse la place, je pense, aux chroniqueurs, donc. Ça, c'est une forme d'émission. Après, ce qui me choque un peu dans ces émissions, c'est très marrant, c'est des émissions de bande. Je dis pas qu'on s'aime beaucoup entre nous, mais enfin, on se déteste pas. J'ai l'impression que dans ces émissions, les gens qui sont les uns à côté des autres se détestent, quoi. Non, et il y a une fausse complicité qu'on établit. Oui, mais le rôle d'Ardisson, là, dans cette émission-là. Le rôle d'Ardisson, je crois qu'il est passe-plat, juste dans cette émission. Non ? Oui, non, mais on peut être passe-plat, mais il laisse passer ce genre de plat sans se boucher le nez, lui. Mais il laisse pas passer, parce que ça a été coupé. Mais non, mais sa décision de couper, ça a été après. Ça n'a pas été peu importe, c'est pour ça qu'ils font des émissions enregistrées. C'est justement pour couper tout ce qui va pas. Donc, vous pouvez pas lui reprocher de pas faire son boulot. Puisque justement. Il fait pas son boulot. Mais puisque ça ne sort pas. Arrêtez de parler de choses qui ne sont pas diffusées. Non, mais sur le coup. Il fait son boulot, comme tu dis. Mais celle-là, il l'invite même pas, parce que quand on l'invite, on sait qu'il est susceptible de sortir ce genre de propos. Il peut essayer d'aller le chercher, quoi. Quand même, non? Non, mais je crois que la théorie, alors, pour le coup d'Ardisson, c'est de dire on doit pouvoir laisser exprimer toutes les opinions. Ça veut dire que le journaliste. Et lui, il n'a pas à choisir entre les opinions. Enfin, lui, il laisse les gens s'exprimer. Je crois que c'est. Enfin, donc, il n'a pas de rôle. C'est à vous de penser quoi? Moi, je pense que non, mais c'est pas forcément à l'animateur de dire voilà ce qu'il faut penser ou pas penser. Pas de dire penser ou pas, c'est d'aller le rechercher pour dire est-ce que par rapport à ce qu'il a exprimé sur le fait que son prénom était une insulte, de rebondir dessus et d'aller pousser le débat, non? Peut-être, oui. C'est pour ça que je dis qu'il y a une paresse intellectuelle. Comme ça a été coupé, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé sur le plateau, quoi. Là, il faudrait avoir l'intégralité de l'émission. Ardisson s'est pas vanté d'avoir fait quoi que ce soit.
Non, mais je crois, je connais pas bien l'émission, honnêtement, parce qu'il n'y a pas grand monde qui la regarde, et moi non plus. Mais si les journalistes, c'est juste de passer les plats, c'est pour ça que je parle de paresse intellectuelle. J'ai l'impression que il laisse la parole à chaque chroniqueur face à l'invité, quoi. Et lui, il lance passe les plats, quoi. On va mettre de l'intelligence artificielle à la place des journalistes. C'est surtout que si ça brûle, tant qu'à faire, on laisse faire, parce que plus ça brûle, plus ça va. Tu as totalement raison, Florent. L'idée de cette émission, c'est en effet de faire du buzz, quoi. C'est tout. Maintenant, il y a beaucoup d'émissions maintenant où on fait venir finalement la société civile autour des plateaux, où on a envie de les entendre. Le casting est souvent fait pour faire en sorte que ça soit pas effectivement des gens qui s'apprécient, mais qui pourraient éventuellement se friter en direct. Absolument. Donc il y a une espèce de concurrence à Facebook, une concurrence. Maintenant, je voudrais juste dire, il n'y a pas d'obligation non plus dans la vie à regarder Ardisson. Voilà. On va peut-être passer à autre chose, parce qu'on a fait long quand même là-dessus. Allez, vas-y, passe les plats. Justement, tiens, puisqu'on en parlait, Marine Le Pen qui doit aller faire une expertise psychiatrique, alors. Elle n'ira pas. Ouais, mais non, mais attends, c'est la loi. Mais c'est pas une histoire d'eau, c'est la loi. C'est la loi. Alors maintenant, c'est dans le cadre. Dans la loi. Quand vous publiez des images violentes, vous êtes obligé. La règle juridique fait que vous êtes obligé de vous livrer à une expertise psychiatrique. Pourquoi les hommes politiques ou les femmes politiques seraient exclus des lois communes? Non, mais là, on est sur le même sujet. Tout à l'heure, c'était des propos qui pourraient être racistes et condamnables. Là, c'est des images. Montrer des images qui sont par définition condamnable. Dans les deux cas, il y a des lois dans ce pays qui existent pour Zemmour et pour Marine Le Pen. Ce qui est pour Marine Le Pen. Alors moi, ce que je trouve scandaleux, et je trouve que les journalistes alors sont tombés. Alors d'abord, on n'explique pas on n'explique pas que c'est la loi qui oblige à se livrer à cette expertise psychiatrique, d'une part, puisque voilà, c'est la loi. Oui. Et d'autre part, moi j'ai entendu des journalistes qui disaient, parce que au fond, Marine Le Pen a instrumentalisé ça en disant, voilà, je suis convoqué, on est dans la Russie soviétique, quoi, enfin, dans l'URSS soviétique, où on mettait les opposants au goulag et dans les hôpitaux psychiatriques. Ouais. Et elle utilise ça. Et j'ai entendu hier des journalistes qui disaient, politiquement, c'est bien joué. Je trouve ça nul. Mais non, c'est nul. Mais oui, c'est nul. Non, c'est prendre des gens pour des abrutis, quand même. Bien sûr. Et les gens qui vont pas intellectuellement nul, mais c'est toujours à qui elle s'adresse. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à son public en disant vous avez voté pour moi, on va vous retirer votre vote. On va faire de moi une folle, on va faire de moi une exclue. Elle est soutenue par Dupont-Aignan et par Mélenchon sur ce coup. Mais il a raison, mais c'est totalement aberrant. Je veux dire, quoi qu'on pense de Marine Le Pen, c'est une femme. Mais personne ne dit qu'elle est folle. Personne ne dit qu'elle est folle, c'est la loi qui impose. Si on commence à prendre les hommes politiques ou les femmes politiques de premier plan et à commencer à les traiter en disant voilà. Parce que c'est normal qu'elle mette sur les sites des images choquantes. Mais c'est pas autre chose. Ça fait partie de la procédure. La procédure pénale. La procédure doit pas s'appliquer aux hommes et aux femmes politiques. Une expertise psychiatrique. La procédure ne me paraît pas adaptée démocratiquement, parce que quand on commence à vouloir faire passer des tests psychiatriques aux hommes ou aux femmes politiques qui ne plaisent pas. Mais c'est pas des hommes ou des femmes politiques, c'est des citoyens. Oui, mais il trouve que comme par hasard, c'est une femme politique de premier plan. Ça veut dire que les hommes et les femmes politiques ne doivent pas avoir une application de la loi comme les autres. Les choses dans leur non, mais la loi, elle prévoit simplement des dispositions qui permettent simplement donc de savoir si la personne est tout simplement saine d'esprit. En fait, il s'agit simplement de lui poser des questions pour savoir si elle a un comportement sensé. Voilà. Et lui présenter certains éléments. Donc, je vois pas ce qu'il y a d'insultant. Il s'agit pas de commencer à savoir quelle est la relation qu'elle a avec son père ou ce genre de choses qui, là, effectivement, serait inquiétant. C'est absolument. Ça va durer 3 minutes. Voilà, ça va durer 3 minutes. Et d'ailleurs, elle n'est même pas. Les forces de l'ordre ne vont pas aller à son domicile pour l'intimider d'aller devant le psychiatre. Elle peut ne pas y aller et il appartiendra au juge d'en tirer les conséquences. Donc je pense pas qu'il déduira de sa volonté de ne pas y aller l'internement psychiatrique ou que sais-je. Non mais la loi prévoit que la personne peut refuser de faire point. Voilà. Bon, vous lui reconnaissez ce droit. Non, mais vous trouvez c'est la loi, je lui reconnais rien. Donc Jean-Charles, vous trouvez ça bien qu'elle instrumentalise
cette procédure judiciaire qui est juste une procédure judiciaire pour faire croire qu'on est dans l'Union soviétique. Je ne trouve pas ça bien qu'elle instrumentalise. Je ne trouve pas normal qu'on demande à cette femme politique de passer une expertise psychiatrique. À tout le monde. Pourquoi elle serait en dehors des lois? Est-ce qu'il faut des lois alors spécifiques aux hommes et aux femmes politiques? De temps en temps, j'imagine qu'on peut dire qu'il y a la loi et l'esprit de la loi, que c'est d'une extrême indélicatesse. Mais je veux dire la même chose pour si on voulait faire passer un test à Mélenchon, je trouverais ça débile aussi. Il y a un moment où la démocratie et le soutien des électeurs vaut quelque chose. C'est pas une loi sur la transparence du patrimoine des hommes politiques qui vont nous gouverner. C'est pas un test qu'on applique à tout le monde. C'est un délit que la mais maintenant, dites ce que vous voulez. Mais ce truc est merveilleux. J'en suis sûr. Tout est fait. Je suis convaincu que tout est fait. L'ordre et la rigueur. On se croirait revenu au pire des années Mitterrand, c'est-à-dire où l'idée c'est de faire monter le plus possible le Front National. Et là, ça va marcher. Regardez le dernier sondage, ils sont à égalité. Le Front National est à égalité avec la République En Marche. Et là, elle va y aller. Je vais dire pourquoi elle devrait y aller, Jean-Charles. Je vais dire pourquoi elle devrait y aller. Elle aurait dû y aller, oui. Parce que, franchement, les soupçons de folie, parce que c'est de ça dont on parle. On parle de tests psychiatriques. Il y aurait donc quelque chose de pathologique chez elle qu'on voudrait déceler, qu'on voudrait vérifier, en tous les cas. Mais finalement, le soupçon s'est porté il y a un petit moment de ça, lors du débat, où tout le monde a dit, mais elle est pétée de la tête, celle-là. Donc finalement... Non, on a dit, elle est pétée tout court. Il y en a beaucoup qui l'ont dit. Non, on a juste dit, elle est pétée tout court. D'accord. Une réhabilitation est en route. Elle y va, et tout le monde dira, mais elle est super saine d'esprit. Auquel cas, elle pourra reprendre sa place au concert. Non, ce qui est pire, c'est s'il conclut différemment. Je crois que vous n'imaginez pas les dégâts que ça fait dans l'opinion publique. Vous n'imaginez Vous avez raison, mais parce que personne n'explique. Mais parce qu'elle instrumentalise. Elle ne fait pas de dégâts, ce qu'elle a fait. Elle va être jugée pour ce qu'elle a fait. D'accord, non mais attendons. Moi, j'ai lu 6 articles de presse, il n'y en a aucun qui présente les termes de la loi. Il faut quand même rappeler aussi qu'en plus, il s'agit. Moi, je les trouve même bienveillants, les termes de la loi. Il s'agit simplement de voir s'il n'y a pas d'abolition du discernement. Parce que s'il y a abolition du discernement, il n'y a pas de responsabilité qui est endossée par elle. Donc, il s'agit simplement de dire, on vérifie simplement si vous étiez saine d'esprit. Si c'est pas le cas, vous ne serez pas responsable des actes que vous avez commis. Enfin, c'est quand même beau de prévoir. On a des doutes là. Voilà. On pense que Marine Le Pen. Et la deuxième chose, c'est pas parce qu'on va faire un test psychiatrique qu'on est psychotique. Elle va faire le test. Tout le monde sait qu'elle est saine d'esprit. On va dire qu'elle est saine d'esprit. Terminé. L'affaire est finie. Voilà. Et le Front National aura pris 10 points dans les sondages. Merveilleux, très bonne idée, c'est parfait. Si c'est ce que vous cherchez, oui, bien sûr. Non, mais attendez, là c'est compliqué ce que vous dites, parce que vous nous dites que c'est les juges qui font une action politique contre le Front National. Oui, ou alors que les juges... Non, c'est ce que je dis. Non, mais ça c'est faux. Les juges sont tenus de prévoir cette expertise psychiatrique à peine de nullité de la procédure. Ils sont en compétences liées, ils n'ont pas le choix. Je suis sûr que s'ils n'avaient pas fait l'expertise psychiatrique, elle aurait dit vous n'avez pas fait l'expertise psychiatrique, donc la procédure est nulle. Et ben elle aurait eu raison d'ailleurs. Elle aurait eu raison. C'est ça. Jean-Baptiste Lavanneau explique très bien ça. Ils sont tenus de le faire. Ils sont obligés de le faire. Parce que le délit est quand même. Attends, le délit est quand même grave. Le délit, c'est de mettre des images particulièrement violentes que les mineurs peuvent regarder. Et donc la loi dit par rapport à ça. C'est vrai qu'on peut avoir des doutes sur la psychiatrie, enfin sur l'état d'esprit des gens qui mettent ces images-là. Des images-là comme ça. Donc c'est attaché à la loi. Toute personne qui le fait doit faire ce test psychiatrique. Revoyons-nous dans 15 jours et regardons les sondages. Ah non, mais attendez. C'est autre chose. Mais attendez, qui a instrumentalisé le premier ça? C'est Marine Le Pen elle-même. Enfin, mais elle est pas folle. Moi, je trouve quand les journalistes me disent c'est bien joué politiquement, je trouve ça nul. Mais parce que c'est considérer les gens comme des abrutis complets. Mais bon. Oui, mais les journalistes font pas leur job. Patrice, franchement, moi, ce que je perçois, c'est qu'à chaque fois que ces personnalités qui ont beaucoup de gens qui les suivent, quand ils font une connerie, ils en appellent à leurs troupes et non pas aux références qui nous unissent tous. C'est uniquement mes troupes. Ça s'appelle communautarisme, non? Non, c'est pas le communautarisme. Je cherchais le mot. Ça va me revenir. Mais il y en a d'autres qui procèdent comme ça. Les hommes politiques. Les hommes politiques d'une part, mais il y en a d'autres. Un exemple. Tariq Ramadan se fait prendre dans le filet. Je pense que tu n'iras pas le défendre, celui-là. Non. De la même façon, c'est le même... C'est le même principe. Non, c'est volontairement que je te propose celui-ci. C'est le même principe. Il va se tourner vers une communauté en disant
en stigmatisant, voilà le mot que je cherchais, que je déteste, mais qu'on emploie beaucoup, en stigmatisant, en étant la victime, la victimisation. Et ça, c'est pas tenable. Quand on est homme politique, quand on est chef d'un courant religieux politique, à un moment donné, tu fais une connerie. Sur ça, je reconnais ou pas, mais j'en appelle pas au peuple, à la à la victimisation qui fait que derrière, on entraîne des gens, c'est ce qui mène à la guerre civile, pour le coup. Donc tu as raison, mais ce n'est pas normal qu'elle le fasse. Ouais. Oui. Parce que c'est comme si on voulait combattre les images pédopornographiques en montrant des images pédopornographiques pour expliquer que c'est pas bien et que c'est pas beau, vous voyez que c'est choquant. Voilà. Donc, là, on a changé de débat. Là, on parle pas de ce qu'a fait Marine Le Pen. On parle de ses expertises psychiatriques. Mais c'est lié. Elle aurait pas fait ça, elle aurait pas d'expertise psychiatrique. Jean-Baptiste explique juste pourquoi il y a cette expertise qui est dans la loi. D'accord, mais l'événement politique, c'est l'expertise, psychiatrique. Oui, parce que tu le déconnectes de ce qu'elle a fait. Oui, mais cette expertise psychiatrique, elle expliquait d'une manière qui fait qu'on oublie aussi ce qui lui est reproché. Et ce qui lui est reproché, c'est quand même extrêmement grave. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'avec deux hommes et femmes de loi, la présomption d'innocence soit aussi balayée. Vous en parlez comme si elle avait été condamnée. Attendez, Jean-Baptiste a même expliqué que cette procédure, elle est très favorable aux gens qui sont. Je parle de ce qu'on lui reproche. Là, vous en parlez tous les deux, une avocate et un homme de loi, en train de dire, ça y est, c'est comme si. Donc elle est déjà condamnée. On n'a pas besoin d'attendre un juge pour savoir que ce qu'elle fait est contraire au code pénal. Voilà, le code pénal dit qu'on ne peut pas relayer des images d'une violence extrême. Elle l'a fait, c'est contraire à la loi, elle sera condamnée. On n'a pas besoin d'attendre la décision du juge. C'est très bien. Non, mais c'est des raccourcis, c'est très bien. C'est pas des raccourcis. C'est pas la peine. On rappelle les faits. Les faits, c'est quoi? C'est quoi les faits, Jean-Charles? D'origine, c'est quoi? Diffusion d'images, oui. Oui, d'images quoi? Ben oui, mais ce n'est pas le débat. À quoi sert le procès alors? Que des gamins vont pouvoir regarder. Des images. Qui sont déjà regardées par ailleurs. D'abord, est-ce qu'on aura le droit à un débat? Est-ce qu'on aura non, pas du tout? Vous avez condamné, c'est terminé. On essaye d'expliquer pourquoi il y a une expertise psychiatrique qui est liée à ce délit. Point. C'est évidemment contraire au code pénal. Ceci, je ne suis pas le juge. Le juge me confirmera dans mon propos parce que on est juriste. Il y a les faits, il y a la loi. On peut faire la qualification juridique. Bon. Voilà. Bon. Si on passait à autre chose, peut-être vous voulez une petite chanson, un petit clip. On va parler de Madame Hidalgo. Et il y a ce clip qui a été financé par la mairie de Paris, qui s'appelle Pas pipi dans Paris. Je vous propose de regarder un petit extrait. Ça vaut, c'est un peu pipitoyable, mais enfin bon. Je dis merci, un grand et sincère merci à ceux qui ne font pas pipi. Pipi dans Paris, pas pipi dans Paris. Je dis merci, un grand et sincère merci à ceux qui ne font pas pipi. Pipi dans Paris, pas pipi dans Paris. Pas pipi dans Paris, hein. Alors ça n'a pas coûté une somme énorme aux contribuables parisiens, mais vous avez regardé quelques images, vous en pensez quoi? C'est consternant. Moi, je crains l'effet pervers parce que j'imagine les Parisiens garder ça sur leur smartphone dans la rue et pisser de rire, quoi. Pisser de rire, c'est ça. Alors, faut dire qu'il y a des nouveaux urinoirs. Enfin, c'est un clip à chier, on est d'accord, mais c'est vrai que le sujet est quand même important. C'est-à-dire que tous les gens qui viennent à la capitale, et nous, on le dit également, pour y aller, c'est vrai que c'est sale et c'est souvent lié à ces le budget de la propreté a baissé. Énormément. On aurait pu augmenter de 6 000 mais c'est vrai que. Et le clip a coûté 6 000 euros. Oui. C'est vrai que je ne sais pas comment j'aurais pu amener la campagne publicitaire sur un sujet pareil, mais enfin. Celui-ci, on est d'accord, il est à chier. Le problème, c'est on peut dire. Non, c'est le prochain. C'est la deuxième formule dans la journée. Le problème, c'est que maintenant, on risque de pisser sur un rat à Paris, de toute façon, donc en pissant par terre. Donc c'est une telle porcherie que. C'est vrai qu'il y a des nouvelles. Comment ça s'appelle les uri-trottoirs. C'est une sorte de petites boxes rouges très identifiables qui mettent dans les. Ils en ont placé 4 ou 5, je crois que c'est assez expérimental, qui sont posées dans des quartiers où les fêtards, où les gens ont souvent tendance à aller se soulager. Donc les riverains, ils ont tout à fait raison, ils en ont ras-le-bol. Donc une espèce d'urinoir, mais qui est bien évidemment
réservé aux hommes. Oui, alors, les femmes ne peuvent pas y aller. D'où la fureur d'une association féministe qui est allée démonter un uri-trottoir en plein cœur de Paris en disant c'est scandaleux de faire des uri-trottoirs interdits aux femmes, enfin pas accessibles aux femmes, donc pas d'uri-trottoir du tout. Enfin là, le féminisme allant au-delà de tout. Ah oui, ou alors il faut que les femmes apprennent à faire pipi debout. Voilà. Comme Valérie Le Mercier le faisait dans un Il y a une machine qui est vendue, il y a un petit instrument qui est vendu dans les pays d'Amérique latine qui permet aux femmes de faire pipi debout. Ah oui, alors qu'il y a des pays dans du Nord où les hommes font pipi assis plutôt. Voilà, oui. On a un grand débat là sur le pipi. La question que je me pose, c'est pourquoi on ne fait pas pour qu'elles puissent s'asseoir tout simplement? C'est quoi l'idée de vouloir les faire? Parce que t'es dans la rue. On estime que le fêtard est plutôt un mâle. Oui. C'est ça, voilà. Et que nous, on sait se retenir. Voilà. On peut pas l'adapter quand même. Bon, c'est rare quand même que les femmes fassent pipi dans Paris. C'est un petit détail, mais la vraie question, tu traverses la rue, tu vois le premier bar venu et tu trouves des toilettes. Voilà. En traversant la rue. En traversant la rue. Et autrefois, il y avait les urinoirs, après il y a eu les sanisettes. Il y a toujours. C'est Decaux. Non. C'est plus Decaux. Je sais pas, mais c'est peut-être encore lui, mais en tout cas c'est gratuit grâce à mais comme il y a des problèmes avec Decaux. Non, mais il y a toujours autant d'urinoirs, de sanisettes dans Paris. Alors, ça c'est un détail, ce clip, mais évidemment ça pose la question de Anne Hidalgo, de la maire de Paris, avec la démission de son premier adjoint Bruno Julliard, qui dit, voilà, elle gouverne toute seule, elle n'écoute personne. Comment vous et c'est vrai qu'il y a plein de problèmes. Alors, il y a en effet les Vélib, gestion catastrophique, puisque je crois que la baisse de fréquentation de Vélib a baissé de 80%, les Autolib qui ne marchent plus, la propreté en question, les voitures qui ne peuvent plus circuler. Enfin, il y a un tas de problèmes qui s'accumulent sur le bureau de la maire de Paris. Effectivement, ça s'annonce assez mal. Alors après, elle a quand même une chance inouïe, c'est que, comme pour l'instant personne n'est identifié en face, voilà, c'est pas parce qu'elle est au plus bas. La droite n'est pas très bonne. Dans les sondages, elle peut ne pas être bonne, elle peut voilà, bon. Mais elle conserve encore, il reste encore 2 ans, elle conserve, hélas, toutes ses chances. Mais ce qui est très symptomatique et emblématique d'Anne Hidalgo, c'est la photo, je sais pas si vous pouvez la retrouver en régie, où quand elle recevait, en tant que maire de Paris, la reine d'Angleterre, on la voit avec un conseiller, ou on peut dire un larbin derrière, qui tient le parapluie parce qu'il pleut, pour protéger Anne Hidalgo, et à côté, il y a la reine d'Angleterre qui tient elle-même son parapluie. Et là, c'est tout à fait emblématique de la chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui arriverait de la Lune, il dit, et on lui dit... C'est ça la reine, on lui dit, le maire reçoit la reine, on dit, la reine a quelqu'un derrière avec... Non, pas du tout. Non, ils auraient dit, ils ont un vieux maire à Paris. Et cette image, elle est absolument emblématique d'Anne Hidalgo. Voilà, tout est dit dans cette image. Parce qu'elle aurait pu... Et sur le fond de la politique, alors sur le fond de la politique, je veux dire, c'est un manque de vision. Parce qu'elle sort un livre qui s'appelle Respirer, dans lequel elle défend évidemment son bilan, et notamment sa lutte contre l'automobile à Paris, en disant que ça serait un scandale absolu de rendre, par exemple, les voies sur berge à l'automobile. Mais ce que Anne Hidalgo a totalement oublié, parce qu'elle n'a jamais travaillé ailleurs que dans la politique ou dans l'administration, etc., c'est que Paris est quand même fait de gens qui travaillent, de restaurateurs qui ont besoin de se faire livrer, de gens qui ont besoin d'aller à des rendez-vous. Il y a une population qui travaille encore, qui n'a pas encore été rejetée de Paris vu les coûts. Donc ces gens-là ont quand même besoin de se déplacer, besoin d'exister, etc. Mais pour Anne Hidalgo, visiblement, ces gens n'existent pas. Donc peu importe, plus de voitures, plus de... Et il y a une majorité de gens qui n'ont pas d'enfants, etc., enfin, donc dans Paris, qui n'ont pas de voiture non plus. On dit souvent que les politiques n'ont pas de courage et qu'ils vont dans le sens de ce que les gens souhaitent pour être réélus. Finalement, elle est courageuse pour ne pas être réélue quand on vous entend tous. Je finis, Jean-Charles, Finalement, elle fait tout pour ne pas être réélue. Mais par contre, elle a une conviction chevillée au corps, c'est celle de dire mon combat, c'est pas la voiture, c'est probablement la pollution, les cancers, etc. Et donc, revoyons la mobilité dans son ensemble. La mobilité dans son ensemble. Et elle s'y attaque. Je dis pas qu'elle fait bien. Moi, j'y habite pas à Paris, j'y vais de temps en temps. Même en bécane, tu ne circules pas tellement c'est devenu compacté. Mais je prends l'homme politique, la femme politique qu'elle est, finalement, elle a du courage. J'entends
que des mauvaises choses la concernant, et pourtant, elle s'y accroche. Elle doit vous entendre tous. Elle doit bien se rendre compte de ce qui s'accumule au-delà des poubelles, des dossiers et des problèmes, avec son numéro 1 qui est parti récemment, Bruno Julliard. J'imagine que lui, elle ne l'a pas entendu. Mais si, mais ça c'est encore un épiphénomène, c'est-à-dire qu'elle l'a écouté pendant des années, puis il a dû se rapprocher de Macron parce que les municipales sont partis. La guerre des municipales est lancée depuis longtemps. Lui, il a dû se rapprocher des macronistes, elle a dû le savoir, elle l'a claqué, ils se sont clashés, ils se sont séparés. C'est de la politique, c'est un épiphénomène. Mais moi, je parle de la femme politique qu'elle est. Pour une fois qu'on a quelqu'un elle a tout le monde contre elle, et elle se bat. Et dernière chose, on peut pas l'enlever, le suffrage indirect fait qu'elle aura toutes ces baronnies qui peut-être probablement seront réélues chacun dans leur département, j'allais dire, dans leur arrondissement, et que ça lui reviendra au final par voie indirecte. Donc elle n'est pas finie. C'est vrai qu'il y a un système électoral qui fait que aux dernières élections, elle a eu moins de voix que Susco Morizet qui se présente comme Trump. C'est le même principe que Trump. Voilà, c'est la même chose. Enfin, c'est un peu le même système. Le principe, je parle du principe électoral. Je suis tout à fait d'accord avec Mustapha, mais ce que je ne comprends pas, c'est son système, c'est de dire effectivement luttons contre la pollution, mettons des mobilités douces, et elle se retrouve où sur les Vélib on a un problème, il n'y a plus d'autolib, va falloir gérer l'histoire, parce que bloquer les véhicules pour pas que ça vienne dans Paris, pourquoi pas, mais derrière il faut du vélo, il faut de la voiture électrique, il faut et là tout d'un coup là on est sur un moment, et c'est ça qui est compliqué pour elle, c'est que elle gère le long terme, sans compter les problèmes financiers, puisqu'il y a Bolloré qui a quand même 210 millions et qui a quand même un peu des chances parce qu'il y a une rupture de marché. Enfin, juridiquement, ça se plaide quand même. Ça va être compliqué. Mais je pense qu'elle gère le long terme quand nous, on est dans le court terme. Moi, je prends ma bagnole, c'est demain matin que je veux pouvoir circuler. Et elle est sur un combat long terme. C'est quand même le propre des politiques de nous emmener quand même vers des visions plus... C'est ça l'idée. Mustapha, on pourrait rajouter que d'ailleurs, vous disiez, on n'entend pas beaucoup les autres, mais... personne ne remet vraiment en cause ce combat-là. La droite non plus. Il n'y a pas personne qui dit qu'il faut remettre la voiture dans Paris. C'est les conséquences qu'on remet en cause. Ce qu'on remet en cause, c'est la façon de faire. C'est tout. Oui, c'est peut-être les priorités. Voilà, alors, est-ce qu'il ne faut pas d'abord faire plus de transports en commun, mieux fait, etc., avant de supprimer la voiture et tout ça? Ça, c'est un vrai débat. Et puis ce manque de vision, par exemple, d'avoir viré Decaux et ses Vélib en reprenant une nouvelle société qui est à l'évidence absolument incapable. Il y a 1 an et demi de retard sur l'installation. Elle dit c'est la loi. Voilà. Il fallait faire un appel d'offres, et l'appel d'offres fait que vous êtes obligé d'aller au moins 10 ans. Je finis juste. On peut quand même aller dans une boîte et essayer qu'au bout d'1 an et demi, il y ait quand même les vélos fonctionnent. Mais ce n'est toujours pas le cas. Mais là où je parle de problème de vision, c'est qu'on en était, au moment où les décisions ont été prises, on est arrivé à l'émergence de cette nouvelle façon de faire des vélos, qui est le free floating. Les vélos qui ne sont plus attachés à des bornes. C'est des vélos qu'on peut trouver partout. C'était une catastrophe pour la première société qui a déposé le bilan, mais les autres fonctionnent très bien. Il y a des trottinettes en free floating, des scooters en free floating, des vélos en free floating. Mais ça devient très dangereux de circuler dans Paris maintenant, parce que vous avez des trottinettes qui passent partout, des vélos. Manque de vision du maire de Paris de ses équipes qui n'a même pas envisagé ce changement. Il y a aussi une incivilité quand même très forte des gens. C'est-à-dire que l'état des autolibes était catastrophique. C'est-à-dire que c'était dégueulasse, toutes les voitures. Les Vélib qui étaient absolument, les Vélib qui n'étaient pas rattachés dans des bornes étaient n'importe où, cassés, tout ça. C'est vrai qu'il y a aussi une incivilité terrible. Encore une fois, les restrictions sont immédiates. C'est-à-dire que quand tu fermes une rue, tu la fermes demain matin. Par contre, les solutions qu'elle peut t'apporter, elle ne peut pas venir le surlendemain. Donc les solutions qu'elle propose prennent du temps. Par contre, les restrictions, elles sont immédiates. Et c'est ça qui se télescope. C'est sa vision long terme avec nous qui avons besoin de nos mobilités au jour le jour, et les solutions qu'elle apporte qui prennent du temps par rapport... Vous pensez que c'est pas perdu pour elle, quoi? Pour moi, ça ne l'est pas, parce que c'est encore une fois les Parisiens qui vont voter, et il y a beaucoup de gens qui ont envie d'une ville plus respirable probablement, et que c'est quand même l'essentiel. Se bouger, oui. Se bouger, oui. Mais probablement avec moins de gens. Mais on termine par peut-être la phrase d'Emmanuel Macron, l'horticulteur, qui pourrait être employée, j'ai vu ça, par le conseiller général des Yvelines, puisque Pierre Bédier veut l'engager pour une mission d'encadrement au service des espaces verts. La mairie de Paris aussi. La mairie de Paris, c'est-à-dire que voilà un type qui voulait tranquillement profiter de ce qu'il allait toucher du chômage. Et le mec, tout le monde lui propose du boulot, quoi. C'est un drame absolu.
Alors, moi, je trouve que la phrase... Il suffit de traverser la rue, voilà. La phrase du président Macron n'est absolument pas choquante. D'abord, ça m'aurait étonné que vous... Mais non, on passe son temps à dire que les politiques pratiquent une certaine langue de bois, etc. Et là, il s'adresse directement à quelqu'un de belle façon, avec du courage. Toi qui aimes bien le courage en politique. Moi, j'aime bien le courage. Et surtout, ce que j'adore dans cette méthode Macron, c'est qu'il a eu le mérite de lancer le débat. C'est-à-dire que depuis cette petite phrase, tout le monde ne parle plus que des milliers d'emplois qui ne sont pas... oui, c'est vrai. Qui ne sont pas comblés. Non, mais on en parle de plus en plus. Et à chaque fois, il y a des reportages. Un gouffre entre les emplois qui sont offerts et les... Sur toutes les radios, sur toutes les télés, il y a sans arrêt des reportages dans tel et tel secteur en disant, on a du mal à embaucher. Là, il manque 200 000 personnes, là, il manque 90 000, etc. Donc, il a relancé le débat et c'est très bien. Une dame qui habitait rue Pigalle, qui a dit j'ai traversé la rue, j'ai trouvé du travail, mais maintenant j'ai un peu mal au derrière. Enfin bon. Bon, c'est une émission qui fera date. On peut finir là-dessus, il faut arrêter de parler. Non, vous êtes choqué ou pas choqué par la formule? Par la formule, on ne peut être que choqué. C'est pas ça du courage. Là, il n'y a pas de courage pour le coup. Il incarne le président, il est entouré de plein de personnalités autour de lui, et il s'adresse à quelqu'un qui lui dit je veux être horticulteur. Il lui dit mais attends, si tu veux du boulot, le mec il n'a pas dit qu'il voulait du boulot, il voulait être horticulteur. Donc il y a peut-être une manière de dire. Probablement que tu peux changer de voix et probablement que tu pourrais te renseigner sur d'autres formulations. Hein. Mais là, c'est genre, moi, je suis capable de trouver du taf quand je veux. D'ailleurs, il est préféré qu'il fasse comme tous les hommes politiques, donnez-moi votre carte, il la donne à un conseiller, et puis c'est tout. Ni comme les autres qui avant disaient. Un mot pour conclure parce qu'il faut qu'on s'arrête. Non, parce que la formule est choquante, mais enfin, il n'a pas juste dit cette formule de façon lapidaire. Il y a tout un discours qu'il a dit autour, et si on le revisionne, on se rend compte que finalement le propos est assez banal et convenu, et qu'il n'y a vraiment pas de quoi. Et c'est vrai que ça met l'accent sur un problème que vous soulevez. Voilà. Alors, on va être obligé de se quitter. Thierry Barbedette propose que tous les chroniqueurs d'émission passent une expertise psychiatrique. C'était proposé à Donald Trump, hein, il me semble. Il y a un débat, mais il l'a passé. Et il l'a passé. Et il était normal. Et il a réussi. Mais il y a un problème. On n'en parle plus. Après, peut-être faire passer une expertise aux experts. C'est ça, voilà. Merci en tout cas à tous les cas. Merci Jean-Baptiste Duclercq, Mustapha Larbaoui, Florence Mercadé-Chouquet et Jean-Charles Lajoigny. Et à très vite pour un nouveau PAF.